Bienvenue dans Leader RSE, le podcast de l'ACA qui a pour but de diffuser les retours d'expérience des responsables RSE qui ont réussi à faire bouger les lignes dans leur entreprise. Moi, c'est Baptiste Frelot et nous allons découvrir ensemble de nombreuses méthodes concrètes et directement applicables. Bonne écoute! Aujourd'hui, on reçoit Ève Chouamet, responsable RSE chez Marieton Développement, une entreprise française spécialisée dans les métiers du tourisme. Ève s'est orientée sur les sujets RSE dans l'entreprise il y a 3 ans, et ça correspond au moment où l'entreprise a enclenché ses premiers chantiers sur cette thématique clé. L'objectif de notre échange du jour, c'est donc de comprendre comment Ève et les équipes de Marieton Développement ont priorisé les différents chantiers au lancement de la stratégie RSE du groupe. Bonjour Ève, j'espère que tu vas bien. Alors avant qu'on se lance dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et nous donner peut-être un rapide contexte de ce qu'est Marieton Développement? Oui, bonjour Baptiste, merci. Donc moi je suis Ève Chouamet, responsable RSE pour le groupe Marieton Développement. Je suis moi issue du tourisme, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le milieu du tourisme. Et puis j'ai décidé de m'orienter sur la partie RSE il y a 3 ans, en parallèle de mon métier de commercial pour du voyage de groupe, de suivre une formation à l'université par le biais de l'entreprise, en tant que chargée de projet en développement durable et en RSE. Donc, et Marieton Développement, pour l'entreprise pour laquelle j'œuvre dans les démarches RSE, est une société française spécialisée dans les métiers du tourisme et depuis 50 ans. Elle existe depuis 50 ans. Et puis derrière Marieton Développement, il y a des marques qui sont un peu plus connues. Havas Voyage, Ailleurs Voyage, des tours opérateurs comme Voyamar, Eliade, Austral Lagon, Auchan Voyage aussi pour la partie distribution et agence. Et donc avec 4 métiers. Donc le voyage d'affaires, qui est couvert par Havas Voyage et Ailleurs Voyage. Le voyage loisir avec les agences de voyage, il y en a à peu près 500 dans notre giron, avec les marques Havas, Auchan, Ailleurs et d'autres marques. Et puis la partie groupe et événementiel, couvert également par ces marques-là. Et puis enfin la partie tour operating, voyagiste, donc la production, avec Voyamar, Eliade et Austral Lagon. Voilà, et Marieton Développement, c'est toute une équipe atomisée sur toute la France. Vraiment, on a des plateaux à faire et des agences un peu partout. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir la confiance de Laurent Abitbol, notre PDG, et de son Comex pour œuvrer sur la partie RSE, justement. Je tiens à les remercier. Ok, hyper intéressant. Pour ceux qui connaissent pas, ça permet déjà d'avoir un bon tour d'horizon des activités quand même variées autour du tourisme que mène l'entreprise. Ce qui nous intéresse aujourd'hui et ce par quoi on va commencer, ce serait de savoir un peu comment les sujets RSE ont émergé dans l'entreprise. Donc, Mhm. à quelle période et un peu qui les a pris en main. Oui, alors du coup, le sujet RSE a été clairement identifié via une demande de nos clients sur la partie voyage d'affaires. Clairement, ce sont les déplacements professionnels dont nous nous occupons pour nos clients en compte, qui ont fait qu'il y a eu une demande, qui ont fait que la question de la RSE aussi a émergé dans les appels d'offres. Et puis en interne, chez nous, on a une ou plusieurs personnes qui étaient sensibles aussi à la cause RSE, en fait, à la responsabilité sociétale, et donc du coup qui ont souhaité travailler sur ce sujet. Donc ça, c'était en 2021. À l'issue du Covid aussi, je pense qu'on a eu un petit peu plus le temps de se poser ces questions-là. Et puis, on n'était pas encore dans une accélération, mais ça commençait sur les sujets environnementaux et sociétaux. Et donc, en tout cas pour le secteur du tourisme, parce que le secteur du tourisme est un petit peu en retard sur ces sujets-là. Et donc, c'est une personne de l'entreprise, un dirigeant d'une des marques, qui a souhaité y travailler. Et j'ai été avec lui dans le comité de pilotage au tout début, avec d'autres personnes qui étaient aussi à la communication, au groupe, etc. Donc on était 4-5 à commencer à travailler sur le sujet de la RSE. Et on l'a fait en mode labo, c'est-à-dire que sur une seule marque, ce qui couvrait à peu près 250 collaborateurs. Et ensuite, ça a été validé pour l'ensemble du groupe. Ok, génial. Et hyper intéressant ce sujet de l'émergence liée
aux appels d'offres, notamment avec ce sujet RSE qui revient de plus en plus dans les appels d'offres, vu que c'est vrai que quand la partie commerciale, quand la RSE joue un rôle dans la partie commerciale, on voit que ça permet de faire clairement accélérer le sujet, donc c'est une bonne chose. Tu le disais, le secteur du tourisme est un secteur qui est un peu en retard sur ces sujets-là, en tout cas c'est la perception que tu as. Euh, Quand vous êtes lancé, il a fallu forcément faire des choix au départ. C'est quoi les premiers chantiers sur lesquels vous vous êtes attelé et pourquoi vous avez choisi ces chantiers-là? Alors, effectivement, il a fallu faire des choix, ce sur quoi on était attendu, ce sur quoi on voulait aller. Donc, il y a vraiment deux questions là. Effectivement, il y a l'attente de nos clients, mais il faut aussi que ce soit cohérent avec nous, ce qu'on a envie de donner comme orientation au niveau de la RSE pour le groupe. Donc, il faut une sensibilité par rapport aux enjeux environnementaux. Il faut une sensibilité par rapport aux enjeux sociétaux quand on mène le sujet de la RSE dans un groupe. Alors, c'est très compliqué pour le secteur du tourisme international, puisque clairement, on est dans de la vente de billets d'avion, on est dans de la vente de services et de produits vendus, où nous, on est les intermédiaires entre la demande du client et les fournisseurs. Et pour faire un Paris-New York, eh bien, on peut pas prendre le train et on prend plus le bateau. Donc, c'est compliqué en fait de pouvoir se positionner et de pouvoir avancer comme on le voudrait. Néanmoins, il y a quand même des leviers. Donc, qu'est-ce qu'on fait les choix qu'on fait, c'est j'ai une attente au niveau de mes clients, je me dois d'y répondre puisque je suis quand même dans la qualité de service. Donc, je vais travailler pour y répondre et j'ai une attente sur les émissions GES, comment améliorer ces émissions, comment je traite mes voyages à destination, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je propose, est-ce que je peux proposer de l'alternative. Donc, c'est toutes ces questions-là sur lesquelles on a réfléchi et on est toujours en train de réfléchir. Et donc, il a fallu aussi montrer qu'on s'engageait. Donc, on est, par exemple, adhérent au Pacte mondial des Nations Unies, qui est une valeur forte pour les entreprises et pour un référentiel qui peut conduire à faire des choix sur certains ODD, donc sur certains objectifs de développement durable. On est aussi certifié EcoVadis, ce qui nous donne aussi un autre référentiel là pour le voyage d'affaires. Et puis après, on a des engagements pour, par exemple, de la captation de carbone ou de la création de puits de carbone avec la société d'Écoterie qui œuvre en France avec des solutions sur la nature. Et puis on a également un engagement avec l'ADEME, donc pour laquelle on a été retenu dans l'expérimentation Acte Tourisme. Mais je pense que ça vaut le coup d'en dire quelques mots. Tu connais notre petite trame, tu savais que c'était ma question qui suivait. Très, très intéressant, tous ces éléments et tout ce cheminement qui a été fait. Euh, Évidemment, encore plus sur un secteur qui est un peu en retard sur le sujet, on peut pas tout faire tout seul. Mm. Donc, tu m'en parlais quand on préparait l'entretien. Il y a cette expérimentation avec l'ADEME dont vous faites partie, le programme Acte pas à pas pour le tourisme. Est-ce que Oui. tu peux nous en dire un peu plus, comment ça marche, etc. Ouais, tout à fait. Donc, effectivement, le secteur, comme je disais, il est difficile à décarboner, parce que solution technologique, on n'a pas encore, parce que on n'est pas dans la sobriété non plus. Il y a un business model aussi à tenir. Il y a des salariés, il y a des gens qui travaillent, voilà. Et nous, on doit s'adapter et on doit réfléchir à on doit faire de la prospective avec un horizon 2030 ou 2050. Comment on va se positionner en tant qu'industrie de tourisme international et avec une dépendance aux énergies fossiles, une attente technologique forte, etc. Comment nous on se positionne? L'ADEME, pour le coup, elle a inventé et a déposé une méthodologie, donc la méthodologie ACT, qui veut dire Assessing Low Carbon Transition. Donc la méthodologie ACT pas à pas, qui emmène les entreprises à réfléchir sur une trajectoire bas carbone, donc une stratégie climat, clairement, sur quelques mois, avec une grille de progression, avec des ateliers de travail, une formation du board, un atelier enjeux défis, etc., pour réfléchir en fait à cette trajectoire qu'on pourra donner à l'entreprise avec une vision, avec un plan d'action, identification des leviers, comment on peut faire, et avec des engagements.
donc qui doivent être validées effectivement en COMEX. Donc l'ADEME, la méthodologie acte pas à pas, c'est ça. Et en fait, l'ADEME a décidé en fait de l'implémenter sur le secteur du tourisme, puisqu'avant ça couvrait uniquement les industries, d'autres industries, mais pas l'industrie du tourisme. Et donc là, nous sommes dans une expérimentation avec l'ADEME pour le tourisme, acte pas à pas tourisme. Et il y a eu 10 entreprises retenues en France, dont nous faisons partie, et nous travaillons avec les consultants, un consultant EcoDev qui est partenaire de l'ADEME, à cette trajectoire bas carbone et à cette stratégie climat. On est en plein dedans. Par curiosité, Eve, ça fait combien de temps que le programme a démarré? Il va durer jusqu'à quand? Et c'est quoi un peu est-ce qu'il y a déjà des premiers retours, des premiers Ouais. enseignements que vous en tirez? Alors du coup, le programme a démarré. On a été retenu l'année dernière, il y a un peu moins d'un an. Donc ensuite, il a fallu. Le prérequis était d'établir un bilan carbone de l'entreprise, scope 1, 2, 3. Donc c'est ce qu'on a fait. Le résultat du bilan carbone a été donné donc en octobre-novembre l'année dernière. Et à partir de ce bilan carbone, en fait, on travaille. Sur les plans d'action, les leviers possibles, etc. Donc on est en plein dedans et là ça va continuer jusqu'en juin. Donc on est en train d'établir une vision et notre plan d'action. On a déjà fait le diagnostic initial, on a déjà vu tous les enjeux. On sait à peu près où on en est sur toutes les strates en fait de la méthodologie. Et maintenant il faut définir les métriques et en déterminer ensuite le plan d'action avec des indicateurs. Donc on est vraiment dedans là. Ok, et j'imagine qu'il va y avoir un gros chantier sur la partie plan d'action, parce que comme tu le disais, c'est pas un secteur et un secteur d'activité où c'est facile d'aller changer certaines choses. Mais en Euh, fait, oui, il y a plusieurs aspects. Où est-ce qu'on va agir? Est-ce qu'on va agir au niveau des fournisseurs, des clients? Est-ce qu'on va agir au niveau du management? Est-ce qu'on va agir au niveau du business model? Enfin, il y a toutes ces questions-là, en fait, qui se posent, en tout cas. C'est très intéressant. Génial, hâte d'avoir les retours d'ici juin de ce que ça aura donné une fois que l'expérimentation sera finie. Pour que les résultats de cette expérimentation prennent bien et que la démarche RSE en tant que telle, d'ailleurs, se pérennise bien dans l'entreprise, il faut un terreau fertile. Je pense que tu le sais autant que moi, et ça passe en grande partie par la sensibilisation des salariés, à la fois au niveau du COMEX, mais aussi à toutes les échelles de l'entreprise. Est-ce que vous avez déjà mené des choses sur le sujet de la sensibilisation? Oui, tout à fait. Alors ça faisait partie en fait vraiment de tout le début du prérequis de se lancer dans la RSE, c'est que tout le monde puisse être formé et sensibilisé à ces questions-là et qu'on puisse embarquer le plus grand nombre. Donc ça, c'est vraiment là j'ai parlé un peu de la partie comment on va se positionner et comment on se positionne en RSE à l'échelle du groupe. Mais ce qui est très intéressant dans ta question, effectivement, c'est comment on se positionne en interne chez nous et comment on fait. Donc là, on a créé dès le départ des ateliers de travail avec les dirigeants de chaque marque. Pendant 3 heures, on a fait une sensibilisation aux enjeux environnementaux et sociétaux, aux enjeux climatiques, les limites planétaires, tout y est passé avec des quiz, etc. Et ensuite, on a décidé de créer, il y a un an, des ambassadeurs, donc des ateliers, une dizaine d'ateliers avec à peu près 25 ambassadeurs volontaires. Et on a souhaité que toutes les marques du groupe soient représentées et que tous les niveaux hiérarchiques soient représentés. Ça va du stagiaire au dirigeant. Et donc, ces 25 ambassadeurs se réunissent autour de certains thèmes, autour des ateliers, des 10 ateliers. Donc, il y a la sobriété numérique, il y a le recyclage, puisque, étant donné qu'on est un groupe complètement éclaté, atomisé en France, on est sur toutes les villes, et de par nos métiers, de par nos marques, et puis de par notre géographie, eh bien, il est très important de pouvoir travailler sur des sujets transverses qui puissent toucher tout le monde et qui puissent sensibiliser tout le monde. Donc, on travaille avec les ambassadeurs sur des ateliers qui touchent pratiquement toutes les strates de l'entreprise et du groupe. Et en parallèle, Charlène et moi, donc Charlène qui est la chargée de communication spécialisée en RSE, qui travaille de concert avec moi sur la partie sensibilisation, on sensibilise les nouveaux entrants. Donc, tous les nouveaux entrants de l'entreprise sont sensibilisés via un module RSE qui dure 1 heure et demie en visio, et on a monté le format. Nous, Charlène et moi-même, on a été formés pour faire ça. Et puis, on forme aussi tous les collaborateurs. Ça, c'est dans l'objectif 2024, que tous les collaborateurs Marieton soient sensibilisés à la RSE et à notre programme, à notre démarche. On a aussi
bien évidemment, créer un site internet qui est une vitrine interne et externe, qui s'appelle greenuptravel.eco, où là, on a toute notre actu en termes de RSE, et on a tous nos engagements et les détails de notre démarche. Et également la timeline, donc tout depuis le début en fait. J'adore, on sent vraiment ta passion quand tu racontes tous ces projets-là et c'est génial. C'est comme ça que aussi, j'imagine que toi et Charlène et les autres personnes impliquées sur le projet ont réussi à embarquer tous ces collaborateurs et vont réussir à le faire en 2024 avec cet objectif de former tout le monde. Bien sûr, lancer une stratégie RSE, c'est des belles réussites, mais c'est aussi faire face à de nombreux freins. Est-ce que tu peux un peu nous raconter les freins que tu as identifiés, que tu as rencontrés depuis le lancement et éventuellement des erreurs que vous avez faites et que tu aurais voulu éviter? Alors les freins, effectivement, c'est que frein ou erreur, hein, je pense que parfois c'est lié. Vouloir faire plein de choses en même temps. Quand on part de zéro, le chantier de la RSE est tellement vaste, on a envie d'aller sur pas mal de fronts, alors qu'on croit quand même qu'on s'est finalisé que sur un ou deux sujets. J'explique. Commencer en fait par les trois piliers du développement durable pour la RSE, que sont l'économie, l'environnement et le social. Et on s'est dit, on va attaquer le sujet de la RSE par le biais économique parce qu'on nous le demande, et aussi par l'environnement et le point social, on l'attaquera après, etc. Mais on peut pas le laisser de côté. Voilà, on allait vraiment à la priorité, là où on était attendu et là où on voulait agir le plus rapidement possible et que ce soit marquant. Et puis aussi par sensibilité assez forte de ma part, d'un point de vue environnemental. Et pour tout ça, pour aller sur ces sujets-là, tous ces sujets-là, bien, il faut toucher tous les métiers. On se dit qu'il faut toucher tous les métiers. On peut pas laisser certaines personnes de côté. On peut pas laisser certains métiers de côté. On peut pas laisser certaines marques. Donc, on a envie d'être partout. Et en fait, ben, on se rend vite compte que c'est un chantier colossal. On est 1500, je vous disais, avec plusieurs métiers, plusieurs marques et éclatés géographiquement et avec des personnes qui ne se connaissent pas forcément toutes. Donc, on veut être partout et on veut ne laisser personne de côté dans cette histoire. Et malheureusement, on peut pas être partout et on est obligé de prioriser et parfois ça peut être un crève-cœur. Donc ça, je dirais, c'est un premier écueil et qui peut être aussi un frein dans le sens où quand on veut être partout, on s'empêche de faire là où il faudrait être dès le départ. Bon, maintenant, on y est quand même on y est quand même arrivé, mais ça prend du temps. C'est-à-dire que avant de se centrer, de savoir où on doit vraiment aller, de prendre la bonne trajectoire, ça prend quand même quelques mois. Mais tout dépend, encore une fois, de la taille du groupe, tout dépend de la typologie de l'entreprise, tout dépend du répondant qu'on a en face, etc. Donc, ça dépend de plein de paramètres. Ensuite, les freins, c'est aussi la disponibilité de chacun. C'est aussi, il y a des sujets majeurs dans l'entreprise qui sont, on doit répondre aux clients, il y a la rentabilité, il y a tout simplement avoir du travail et pouvoir continuer à bien le faire. Et puis, faut pas oublier qu'on sortait d'une période d'après Covid, que certaines, comment dire, les ressources ont été un peu affectées, c'est-à-dire que il y avait moins de monde par moment, etc. Donc en fait, on est toujours plus ou moins la tête un peu dans le guidon, et c'est difficile en fait de convaincre et de dire prenez ce temps-là pour la RSE, il faut faire, ça serait bien de faire ci, ça serait bien de faire ça, etc. Donc, vu que c'est un sujet transverse, mais c'est aussi un sujet parallèle, la RSE. Et c'est difficile parfois de se positionner et de trouver sa place, alors qu'elle est majeure, alors qu'elle est vraiment très, très importante et primordiale à mon sens. Et tout ça, c'est une question de conviction et de convaincre, et ça met du temps. Et il faut pas s'essouffler, il faut continuer à y croire, et c'est en y croyant et en continuant qu'on y arrive. En tout cas, c'est le cas là. C'est une belle conclusion pour finir de répondre à cette question-là, finir par une note positive. Je pense que dans les freins et erreurs, écueils que tu as pu évoquer, ça fera écho à pas mal de freins rencontrés par les personnes qui nous écoutent, qui travaillent sur les mêmes sujets. Pour se projeter un peu maintenant sur le futur, c'est quoi les grosses priorités que tu as envie d'adresser pour l'année à venir et peut-être la vision à 3 ans que tu as, même si je sais que c'est toujours difficile d'avoir une vision à 3 ans, encore plus sur ces sujets-là. D'autant que tu disais que Mm. c'était lancé depuis 2021, donc ça fait même pas forcément 3 ans que c'est en Non. France. Alors du coup, la vision, effectivement, on est en plein dedans. Qui dit vision, enfin qui dit démarche RSE dit vision évidemment.
avec des perspectives, des engagements à tenir, etc. Alors le plus important, c'est déjà de tenir les engagements cette année. Et alors ça, c'est pas un problème en soi, hein, mais c'est surtout d'entretenir la dynamique sur les engagements déjà en cours. Donc et puis de peaufiner ces engagements pour continuer ensuite à aller encore plus loin. Donc la vision, c'est encore un peu trop tôt pour vous la dévoiler, puisque on est en train d'y réfléchir, hein. Mais clairement, c'est tenir nos engagements, c'est-à-dire refaire notre bilan carbone. Donc là, on a un bilan carbone à refaire, et là, on pourra faire des comparatifs après le premier. C'est tenir et diffuser auprès de nos collaborateurs, hein, puisqu'on est 1500 avec notamment 500 agences de voyage, mais d'autres services, comme je vous l'ai dit, c'est de diffuser la démarche RSE en formant tout le monde aux notions de la RSE et à la démarche Green Up, donc de Marieton Développement. Et puis, c'est aussi tenir les guidelines, hein, avec notre référentiel, le Pacte mondial des Nations Unies et les 4 ODD qu'on a choisis. C'est réenclencher nos certifications EcoVadis pour le business travel, pour Havas Voyage et pour Ailleurs Voyage. Donc, et puis, c'est effectivement étoffer nos positionnements aussi sociaux et sociétaux sur toutes les parties RH, diversité. Alors on a signé la charte de la diversité, mais le handicap également, hein, on est très très sensible à cette notion-là, hein, du handicap au travail, et puis de continuer en fait dans toutes ces démarches-là. Et ensuite, le plan à 3 ans va de toute façon être mis à l'honneur, parce que on va rentrer en CSRD. On va donc être dans l'obligation d'y répondre, et avec grand plaisir. Et donc là, ça va étoffer vraiment notre plan d'action, et ça fera partie intégrante des composants de notre vision, hein, pour les 3 prochaines années. Donc on est vraiment en cours, on est en plein dedans là. Génial, merci beaucoup Eve pour tout cet entretien détaillé et vraiment passionnant. Ce qui est sympa, c'est qu'on entend que tu es passionné dans tout ce que tu racontes et ça donne envie de te suivre, et je pense que c'est une force qui fait que derrière, les collaborateurs côté Marieton Développement vont forcément te suivre petit à petit. Et ça donne envie d'une chose, c'est de rééchanger dans un an, hein, début 2025, pour voir un peu comment les chantiers auront avancé d'ici là. Je te dis à bientôt et merci encore pour tout. À bientôt Eve. Merci beaucoup Baptiste, avec plaisir pour échanger. Au revoir. Merci d'avoir écouté le podcast Leader RSE du jour. J'espère que ça vous a plu. Pensez bien sûr à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ciao!